Au nom du Conseil, je souhaite la bienvenue à Son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République populaire démocratique du Congo. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur du Conseil, j'invite les intervenants principaux suivants à prendre part à cette séance. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, et Madame Joy Msuya, sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d'urgence. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Et je donne la parole à Monsieur Jean-Pierre Lacroix. Distingués membres du Conseil de sécurité, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Monsieur le représentant permanent de la République du Rwanda et autres distingués ambassadeurs et représentants, je remercie le Conseil de sécurité de cette occasion d'intervenir sur la situation prévalente dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je ferai une brève déclaration liminaire avant l'intervention de mes collègues Bintou Keïta et Joyce Msuya. Comme cela a été discuté avec la présidence du Conseil de sécurité en raison d'engagements antérieurs dans le cadre d'une visite officielle en République arabe syrienne, je ne serai sans doute pas en mesure de participer à l'ensemble de la séance et je prie les membres du Conseil de sécurité et les autres participants à travers vous, Monsieur le Président, de m'en excuser. Monsieur le Président, la réunion d'aujourd'hui se tient dans un contexte de détérioration majeure de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis le début de l'année, le M23 a lancé des opérations offensives de grande envergure dans l'est de la RDC avec l'appui des forces armées du Rwanda. Ces actions leur ont permis d'étendre leurs gains territoriaux de manière significative en l'espace de quelques semaines, tout en ouvrant un nouveau front dans le sud Kivu, d'où la MONUSCO s'est retirée le 30 juin 2024. Les Nations Unies sont profondément préoccupées par la reprise des hostilités qui a entraîné la prise de Saké, une localité stratégique située à quelques kilomètres de Goma, menaçant directement des millions de civils et les casques bleus déployés avec le mandat d'assurer leur protection physique. À cet égard, je me réfère à la déclaration du secrétaire général sur ce sujet qui vient d'être publiée et je me permets d'inviter les membres du Conseil et les autres participants à la consulter. Le 23 et 24 janvier, le M23 a tiré sur les positions de la MONUSCO et de la SAMI-DRC. Au cours des dernières 48 heures, 2 casques bleus de la MONUSCO appartenant au contingent sud-africain et un casque bleu uruguayen ont été tués dans l'accomplissement du mandat qui leur a été confié par ce Conseil. Je rappelle que ce mandat porte en particulier sur la protection des civils et le soutien à la lutte contre les groupes armés qui sévissent en RDC. 11 autres casques bleus ont été blessés et reçoivent des soins à l'hôpital des Nations Unies à Goma. Des soldats de la SAMI-DRC, la force de la SADC, à laquelle la MONUSCO apporte un soutien en vertu d'un mandat donné par ce Conseil, ont également été tués et blessés. Et il y a également de très nombreuses victimes civiles et des déplacements additionnels de populations importants dans un contexte humanitaire déjà extrêmement difficile. Je souhaite saisir cette opportunité pour exprimer au nom du secrétaire général des Nations Unies nos plus
profondes condoléances aux familles des casques bleus décédés, ainsi qu'à leur gouvernement et au peuple sud-africain et uruguayen. Et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. J'exprime également mes condoléances au gouvernement des pays contributeurs de troupes de la SAMIDRC et aux familles des victimes. Je rends hommage de tous les casques bleus de la MONUSCO dans l'accomplissement de leur mandat visant à protéger les civils et contrer la menace posée par les groupes armés. Et je saisis cette occasion pour rappeler que les attaques contre les casques bleus et le personnel civil des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre. Mr. President, distinguished. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sachant que le sort de Goma et de ses millions d'habitants n'est pas encore déterminé, la MONUSCO s'est efforcée de s'acquitter de son mandat de protection des civils, bien souvent moyennant un coût important, tout en mettant tout en œuvre pour garantir la sûreté et la sécurité du personnel. À cet effet, ces positions ont été renforcées en coordination avec les FRDC et la SAMIDRC afin d'empêcher que les M23 ne progressent encore vers Goma. Des mesures ont aussi été prises pour garantir le réapprovisionnement rapide des contingents de l'ONU basés dans les zones contrôlées par le M23, notamment Jiwanja, Kayambayanga et Kichanga. La mission a activé ces mesures d'urgence afin de faciliter les opérations Casevac et Medevac telles que prévues. Madame Bintou Keïta vous fournira davantage de détails sur les mesures prises par la mission pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent, tout en mettant tout en œuvre pour garantir la sûreté du personnel de l'ONU et de ses installations. Monsieur le Président, en ces heures critiques, sachant que la vie de nombreux civils casques bleus sont menacés, le respect du mandat du Conseil par ailleurs menacé, la MONUSCO demeure déterminée à préserver son mandat en dépit des difficultés. Le Conseil doit rendre hommage aux sacrifices consentis par les casques bleus qui ont sacrifié leur vie en poursuite de ce noble objectif, en sondant un message un peu plus clair au M23 et à ses soutiens, à savoir leurs agissements et la menace qui pèse sur la vie des civils et de l'ONU ne sera tolérée. Toutes les parties au conflit doivent respecter le droit international humanitaire. Distingués membres du Conseil, il est impératif que le M23 cesse immédiatement ses hostilités et se retire des territoires occupés. La violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC constitue une atteinte aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Les Nations Unies continueront de collaborer avec les principaux acteurs pour encourager les parties prenantes à reprendre les négociations dans le cadre du processus de Luanda que les Nations Unies soutiennent totalement. Dans ce contexte, je tiens à rappeler les progrès significatifs réalisés au cours des derniers mois dans le cadre de ce processus. Il est crucial que ces acquis ne soient pas perdus. Le retrait des forces rwandaises de l'Est de la RDC doit être effectif. Le plan de neutralisation des FDLR doit être mis en œuvre. Et le mécanisme de vérification ad hoc renforcé doit être pleinement opérationnalisé. Les populations menacées par cette offensive du M23 et les pays contributeurs qui ont mis leurs soldats et leurs policiers à la disposition des Nations Unies pour assurer leur protection s'attendent à une réponse ferme de ce Conseil permettant de rétablir un environnement propice à la poursuite des efforts politiques visant à trouver une solution durable à la crise actuelle. Il est encore possible d'éviter le pire pourvu que ce Conseil agisse sans délai. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Lacroix pour son exposé. Et je donne maintenant la parole à Madame Bintou Keïta. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, merci d'avoir convoqué cette séance d'urgence afin de nous permettre d'aborder les faits nouveaux alarmants survenus dans l'Est de la RDC. Le 23 janvier, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwani, a été blessé sur le champ de bataille. Il est ensuite décédé. À ce jour, la MONUSCO a perdu 3 casques bleus qui essayaient de protéger Sake et Goma contre le M23. Je tiens à adresser toutes mes condoléances à la République démocratique du Congo, à son gouvernement, à sa population, ainsi qu'au gouvernement des pays qui fournissent des contingents, ceux
qui ont perdu la vie dans le cadre de l'exécution de la mission, du mandat de la mission. Je souhaite aussi un prompt rétablissement aux blessés, y compris nos 11 casques bleus de la MONUSCO. Aujourd'hui, bien que la MONUSCO appuie les efforts sur le terrain, la FARDC, les M23 et les forces rwandaises ont pénétré le site de Munigi, ainsi que les abords de la ville de Goma, entraînant la panique et la fuite des populations. Les routes sont bloquées, l'aéroport ne peut plus être utilisé aux fins des évacuations ou des efforts humanitaires. Le M23 a déclaré l'espace aérien de Goma fermé. En d'autres termes, nous sommes pris au piège. Je demande au Conseil d'agir maintenant pour préserver la population civile, les travailleurs humanitaires et l'ensemble du personnel de l'ONU. Monsieur le Président, lorsque j'ai présenté le dernier rapport en date du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo le 9 décembre, le mouvement du 23 mars, le M23, avec le soutien actif des forces armées rwandaises, avait consolidé son occupation de la province du Nord Kivu, multipliant par 2 le territoire contrôlé par rapport à 2012. Aujourd'hui, le M23 a étendu sa présence au Nord Kivu et a progressé encore dans la province du Sud Kivu, dont s'est retirée la MONUSCO en juin 2024. Il a reçu des renforts, des fournitures pour consolider ses positions le long de plusieurs axes, tant au sud qu'au nord de Goma. Il convient de noter qu'il a déployé de lourdes présences à proximité de Sake, à 25 km à l'ouest de Goma, et progresse à Munigi, à 9 km au nord de Goma. Conformément à son mandat de protection des civils, la MONUSCO a renforcé son appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en partageant renseignements, en participant à des exercices de planification tactique et en prenant une part active au combat aux côtés de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, la SAMI-DRC. La MONUSCO a activé l'opération Springbok 3 et déployé une force de réaction rapide, un bataillon de déploiement rapide, un bataillon de réserve et une section des forces spéciales ainsi qu'une batterie d'artillerie afin de consolider ses positions pour contrer l'avancée du M23. Sur fond de déplacement permanent des populations qui fuient pour se sauver ou qui sont utilisées comme boucliers humains, la réponse militaire, en particulier l'utilisation de l'artillerie de la MONUSCO, est calibrée avec soin afin d'éviter des victimes parmi les civils et nos forces sur le terrain pour éviter aussi d'endommager les installations civiles. L'ONU a aussi, de manière temporaire, déplacé le personnel non essentiel de Goma. Ces efforts se poursuivent. Cette mesure vise à garantir la sécurité du personnel tout en maintenant les opérations essentielles de l'ONU dans la province. Ces déplacements ne changent en rien l'engagement indéfectible de l'ONU à fournir de l'aide humanitaire et à protéger les civils au Nord Kivu. Le brouillage GPS, les incidents ont repris plus intensément que jamais. Ces attaques nuisent à la protection des civils et entravent la sûreté et la sécurité du personnel de l'ONU. La mission est prête à fournir des documents à l'appui de la plainte présentée par la RDC auprès de l'OACI et encourage les membres à faire de même. Alors que la position robuste de la MONUSCO à l'appui des FARDC et de la SAMI-DRC a contribué à
lutter contre la mésinformation et la désinformation, les autorités congolaises et la MONUSCO continuent de coordonner leur communication conjointe pour garantir la transmission d'un message clair et à l'unisson. Il n'en demeure pas moins que je me dois d'attirer l'attention du Conseil sur une augmentation inquiétante des discours de haine menés par des affiliés au M23 en ligne. Ces discours de haine me ciblent moi en tant que représentante spéciale du secrétaire général, mais aussi le porte-parole de la mission qui a fait l'objet de menaces de violences sexuelles. Je demande aux autorités congolaises de condamner sans ambages les discours de haine qui ciblent tout particulièrement les défenseurs et défenseuses des droits humains et les acteurs et actrices de la société civile. À ce stade, 32 défenseurs des droits humains au moins ont contacté la MONUSCO pour demander des mesures de protection. En réponse, la mission a mis en place des mécanismes individuels de protection avec les réseaux de droits humains. Plus que jamais, nous devons trouver une solution politique. Une déplacée du Nord Kivu a récemment insisté que même la Seconde Guerre mondiale s'est terminée grâce au dialogue. J'appelle donc la RDC et le Rwanda à poursuivre les négociations politiques dans le cadre du processus de Luanda. À ce titre, la rhétorique hostile et les accusations mutuelles doivent cesser pour laisser place à des échanges et des actions constructives. Je salue les efforts de la communauté internationale pour préserver ce processus, surtout après le sommet avorté du 15 décembre 2024. Concrètement, j'appelle aussi le Rwanda à retirer ses forces du territoire congolais, à cesser son appui au M23 et à déployer au plus vite ses délégués dans le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour compléter les effectifs de l'Angola et de la RDC. J'appelle de plus la RDC à mener des efforts significatifs pour neutraliser les FDLA. Je réaffirme l'engagement de la MONUSCO à soutenir ces efforts en lien avec son mandat. En parallèle, j'encourage une synergie étroite entre le processus de Luanda et le processus de Nairobi en cours de revitalisation. Pour favoriser des avancées notables, il faudrait faire des concessions. Notamment, le M23 devrait se retirer immédiatement vers les positions d'avant le 4 août. J'appelle toutes les parties à respecter leurs obligations de protéger les civils dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Les infrastructures civiles fournissant des services essentiels aux civils ne doivent également jamais être prises pour cible. Monsieur le Président, alors que l'Angola se prépare à présider l'Union africaine en février, je soutiens un deuxième sommet quadripartite de la SADC, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, pour renforcer les efforts de paix. Il serait également crucial de convoquer d'urgence un nouveau sommet tripartite entre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, la République démocratique du Congo et le Rwanda. De plus, il sera crucial de tenir le 12e sommet du mécanisme de suivi régional du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour relancer l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. J'encourage la présidence de l'Angola à l'Union africaine de promouvoir l'inclusion des femmes dans les initiatives de paix. En RDC, cela pourrait passer par la mise en œuvre de la stratégie nationale pour une masculinité positive, ainsi que l'établissement du comité interministériel et du Conseil national du genre et de la parité prévu dans la loi de 2015 sur la parité. Monsieur le Président, la MONUSCO accompagne les efforts visant à tenir tous les responsables
de violation des droits humains redevables. Il est ainsi important d'identifier les victimes pour leur rendre justice, tout en réduisant le risque de répétition de la violence, y compris celle basée sur le genre. En complément, des mandats internationaux doivent être émis contre ceux qui alimentent l'insécurité et commettent des violations des droits humains et du droit international humanitaire. Avec l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, l'ambassadeur Wang Xia, et tous mes autres collègues, j'appelle le Conseil à prendre des mesures décisives, y compris des sanctions ciblées contre les auteurs des violations. Aucune exception ne doit être faite. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie Madame Keita pour son exposé. Je donne maintenant la parole à Madame Joyce Msuya. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, merci de me donner la possibilité d'intervenir au Conseil au sujet de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, la crise dans l'est de la RDC est à un moment périlleux. La situation se détériore très rapidement et si les hostilités se propagent à Goma, un centre urbain densément peuplé, les retombées sur les civils pourraient être dévastatrices. Plus de 21 millions de personnes ont déjà besoin d'assistance dans le pays. Il s'agit d'un des chiffres les plus élevés à travers le monde. Près d'1 million de personnes ont déjà fui dans les pays voisins. L'escalade dans l'est du pays risque d'exacerber encore cette situation humanitaire difficile. Dans le nord et dans le sud du Kivu, des centaines de civils ont été tués et blessés ces dernières semaines. Des centaines de milliers ont dû fuir leurs maisons ou leurs abris, souvent à maintes reprises, pour échapper aux échanges de tirs, aux frappes, surtout aux alentours de Sake et Minova. L'accès humanitaire est limité en raison de l'insécurité qui prévaut. Les hôpitaux, y compris ceux d'Endosho et de Keshero à Goma, ont dépassé leur capacité. Les infrastructures médicales de Minova sont en difficulté pour venir en aide à des centaines de personnes ayant besoin de traitement suite à des blessures liées à des échanges de tirs ou de shrapnel. Les bombardements des sites de personnes déplacées surpeuplées à Sake, à Minova et dans les alentours ont fait des victimes, y compris parmi les enfants. Des abris ont été détruits, ce qui suscite la panique et le déplacement. Je suis préoccupée par les retombées sur les femmes et les filles. Nous savons que les violences sexuelles et sexistes ont augmenté de 300% ces dernières années. 2/3 des cas sont à déplorer dans les trois provinces de l'Est, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de défendre le droit international humanitaire et les droits humains. Il a appelé à un accès humanitaire immédiat et sans entrave aux populations dans le besoin. Je me fais l'écho de cet appel. Nous exhortons les parties à protéger les civils et les infrastructures critiques dont les civils dépendent. Nous appelons à respecter les sites de déplacement qui sont des sites civils. Nous appelons à éviter des systèmes explosifs et autres artilleries lourdes dans des zones peuplées. C'est particulièrement important alors que les hostilités risquent de toucher Goma et que nous courons un risque de conflit dans des zones urbaines. Toutes les parties doivent s'assurer de préserver les civils et les infrastructures civiles dans le cadre des opérations militaires. Monsieur le Président, en ces temps difficiles, nos partenaires humanitaires poursuivent courageusement et de façon inlassable leurs efforts pour mener à bien des opérations vitales
en négociant les possibilités d'accès, en fournissant des soins de santé critiques via nos partenaires, notamment des ONG chargées d'acheminer une assistance médicale et alimentaire. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, afin de faire face à cette crise humanitaire et éviter qu'elle ne s'aggrave, j'ai 3 requêtes. Premièrement, j'exhorte le Conseil et ses membres à peser de tout leur poids pour s'assurer que le droit international humanitaire soit respecté par toutes les parties. Les civils doivent être protégés. Les sites de déplacement des civils et les infrastructures médicales doivent être protégés. Un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave à ceux qui sont dans le besoin doit être garanti. Deuxièmement, alors que nous entamons l'année et que de nombreuses sources de financement sont indisponibles ou retardées pour différentes raisons, un financement adéquat et durable est nécessaire pour permettre l'action humanitaire d'urgence. Face à l'ampleur et la gravité de la situation, nous avons mobilisé 17 millions du CERF pour procéder à des interventions vitales immédiates. Toutefois, que les choses soient claires, des ressources supplémentaires sont urgemment nécessaires. Troisièmement, j'exhorte les membres du Conseil et tous les États membres à peser de tout leur poids pour mettre fin aux hostilités. L'ampleur des souffrances en RDC requiert notre attention urgente. Le sort des femmes, des hommes, des enfants de ce pays ne saurait rester ignoré. Merci. Souya for her briefing. Je remercie Madame Msuya pour son intervention. La parole est maintenant aux membres du Conseil souhaitant faire des interventions. La parole est à la France. Monsieur le Président, je remercie tout d'abord le secrétaire général pour les opérations de paix, la représentante spéciale du secrétaire général et la sous-secrétaire générale pour les affaires humanitaires. Je salue la présence parmi nous de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui en raison de la détérioration rapide de la situation dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, de la prise de Saké et de l'encerclement de Goma par le M23, permis par le soutien actif des forces de défense du Rwanda. La situation est grave et ce Conseil doit en prendre la mesure. La France réaffirme sa solidarité envers la République démocratique du Congo et son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à sa souveraineté. Elle exprime sa très vive préoccupation quant à la dangereuse escalade du conflit dans le Nord Kivu, autour de Goma. Elle condamne fermement l'offensive en cours, conduite par le M23, activement soutenue par le Rwanda. La présence en République démocratique du Congo d'une force militaire étrangère contre la volonté de l'État congolais est une violation claire de la Charte des Nations Unies. Cette offensive, comme le soutien aux groupes armés par toutes les parties, fait porter un risque majeur sur la sécurité des populations civiles et conduit actuellement au déplacement de dizaines de milliers de civils. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer des territoires dont il a pris le contrôle. La France appelle instamment à un retour au cessez-le-feu et une reprise du dialogue. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé hier au président Kagame et Tshisekedi, avec lesquels il s'est entretenu. Le dialogue engagé dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, avec le plein soutien de la France, doit reprendre sans délai. Un processus politique doit redémarrer. La France est prête à l'appuyer. La force n'est pas une option. Dans ce cadre, la France appelle au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, à la mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda, conformément aux engagements qu'ils ont pris dans le cadre du processus de Luanda. Enfin, la France exprime tout son soutien à la MONUSCO, qui joue un rôle indispensable pour la protection des civils
et dont le mandat a été renouvelé à l'unanimité le 20 décembre dernier. Nous condamnons fermement les attaques menées par le M23 à son encontre, qui ont déjà conduit à la mort de plusieurs casques bleus ces derniers jours. Nous rappelons que les attaques contre les casques bleus sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Nous saluons le courage des soldats déployés dans le cadre de la MONUSCO et nous exprimons nos condoléances aux familles de ceux ayant fait le sacrifice ultime, ainsi qu'à l'Afrique du Sud, à l'Uruguay et au Malawi. La France condamne également toutes les mesures qui entravent la capacité de la MONUSCO à mener à bien son mandat, en particulier le déploiement de systèmes de missiles sol-air et de brouillage des signaux GPS dans les zones contrôlées par le M23, avec le soutien direct des forces de défense rwandaises. Monsieur le Président, les réactions de la communauté internationale doivent être à la mesure des conséquences humanitaires et politiques que provoque l'offensive en cours du M23, soutenue par les forces de défense du Rwanda. La France appelle l'ensemble du Conseil de sécurité à se mobiliser et à condamner d'une même voix cette menace grave à la paix et à la sécurité régionale et internationale, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a à nouveau fait ce matin dans des termes très clairs. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France pour son intervention. Je donne la parole à la Sierra Leone. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de m'exprimer au nom des membres A3+, à savoir l'Algérie, le Guyana, la Somalie et mon pays, la Sierra Leone. Nous remercions très sincèrement le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix, la représentante spéciale Madame Bintou Keïta et la sous-secrétaire générale Joyce Msuya pour leur exposé complet et détaillé sur la situation alarmante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous nous félicitons de la participation de son Excellence Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Nous saluons les représentants du Rwanda, de l'Angola, de l'Uruguay et de l'Afrique du Sud. Leur participation à cette réunion est importante. Avant tout, nous faisons part de nos condoléances au gouvernement de la RDC et à la famille du général Peter Chirimwami, gouverneur du Nord Kivu. Nous sommes solidaires avec les familles des casques bleus de l'ONU qui ont perdu la vie et des membres du contingent de la SAMI RDC qui ont perdu la vie. Nous souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés. Nous faisons part de notre solidarité avec l'ONU et avec les acteurs humanitaires sur le terrain qui poursuivent leur travail indispensable dans des conditions profondément difficiles et dangereuses. Monsieur le Président, ces derniers jours, les A3+, ont été en contact avec un nombre important de parties prenantes pour évaluer comment le Conseil pouvait venir en aide à la population congolaise et mettre fin aux violences dans l'est du RDC suite à l'interruption du cessez-le-feu par le M23. Nos consultations avec les gouvernements de la RDC et du Rwanda, ainsi que nos discussions avec le secrétariat de l'ONU, nous ont renforcés dans notre conviction, à savoir que la solution au conflit doit être politique et non militaire. Dans ce contexte, nous affirmons que les processus de Luanda et de Nairobi sont des solutions viables pour la paix. Soyons clairs, lorsque nous appelons à une solution politique, nous indiquons également que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée par tous les acteurs, étatiques et non étatiques. Au vu de l'évolution de la situation en RDC, nous aimerions insister sur les éléments suivants. Premièrement, nous condamnons fermement la prise pour cible de casques bleus et du personnel militaire de la SAMI RDC lors de l'offensive du M23. Nous félicitons la MONUSCO qui préserve sa posture de défense pour protéger les civils et s'acquitter de son mandat. Nous appelons à une coordination constante entre la MONUSCO, les FARDC et la SAMI RDC conformément au mandat en vigueur et aux résolutions pertinentes du Conseil. Nous condamnons fermement le leurrage et le brouillage de signaux GPS utilisés par la MONUSCO. Nous appelons le mouvement M23 à cesser ses activités
de brouillage. Alors que la communauté internationale se concentre sur l'évacuation des citoyens, des diplomates et du personnel, n'oublions pas non plus la sûreté et la sécurité de la population congolaise qui n'a nulle part où aller. La protection de millions de civils congolais est une priorité centrale pour le A3+. Nous exhortons la MONUSCO à continuer à protéger la population et les infrastructures civiles critiques à Goma. Deuxièmement, nous appelons les rebelles du M23 AFC à cesser les hostilités, à mettre fin aux offensives et à regagner les zones de pré-cantonnement déterminées. Il convient également de reprendre le processus de Nairobi pour faire taire les armes. Comme nous l'avons dit, la solution repose dans un dialogue politique. Étant donné l'évolution de la situation, les A3+, appellent les partis à œuvrer de bonne foi afin de créer les conditions propices à la paix. Dans ce contexte, nous appelons le gouvernement de la RDC à travailler de bonne foi avec les parties prenantes pertinentes, à s'engager à la neutralisation des FDLR tel que le prévoit le plan harmonisé dans le cadre du processus de Luanda. Nous appelons le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda à reprendre les discussions diplomatiques sous la houlette du processus de Luanda afin de parvenir à une solution pacifique, pérenne au conflit dans la région, notamment pour ce qui est de la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces hors du territoire de la RDC. Troisièmement, nous appelons tous ceux qui appuient les avancées du M23 à mettre fin à cette assistance, étant donné que cela hypothèque la paix et la stabilité à long terme de la RDC et de la région. Nous sommes vivement préoccupés par le communiqué du 25 janvier du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. Ce communiqué exacerbe les tensions et sape les perspectives de paix. Le gouvernement de la RDC doit compter sur l'appui du Conseil dans ses efforts visant à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale afin de protéger sa population. Nous appelons également le Conseil à contribuer à la désescalade et à éviter de pointer du doigt tel ou tel parti au conflit. Nous appelons à appuyer les processus de Luanda et de Nairobi. Il convient de s'assurer qu'aucun acteur externe, délibérément ou non, ne contribue à la poursuite du conflit entre le Rwanda et la RDC, notamment en fournissant des armements ou d'autres ressources. Quatrièmement, nous appelons à la reprise du processus de Nairobi. Nous appelons le gouvernement de la RDC à s'engager en faveur de ce processus. Nous appelons les responsables africains à œuvrer de concert avec les parties prenantes et à revitaliser le processus avec le plein appui de la communauté internationale. Alors que nous appelons à mettre fin à l'offensive en cours, la communauté internationale doit agir immédiatement, appuyer la MONUSCO afin d'alléger la crise humanitaire grave qui fait rage dans l'est de la RDC. D'après l'OCHA, près de 6,5 millions de personnes sont déplacées dans le pays. 34 000 personnes ont été déplacées très récemment. Des hôpitaux d'urgence à Goma sont dépassés. Près de 290 civils sont blessés, notamment, dont 90 en situation critique. Nous devons nous unir en faveur de la MONUSCO et des agences de l'ONU pour fournir une assistance médicale vitale. Nous sommes préoccupés d'apprendre que près de 80% de l'infrastructure électrique et d'approvisionnement en eau de Goma a été endommagée en raison de l'offensive du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. Qui plus est, près de 400 000 enfants sont déscolarisés en raison de la fermeture des écoles dans la région. En guise de conclusion, nous sommes reconnaissants au président de l'Angola et à l'ancien président du Kenya, M. Kenyatta, pour leur engagement infaillible en faveur de la paix dans l'est de la RDC et leur contribution importante en faveur des processus de Luanda et de Nairobi respectivement. Nous nous faisons l'écho de l'appel de M. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, qui a appelé toutes les parties à s'engager en faveur de processus de paix sous la houlette des processus de Luanda et de Nairobi. Merci. Je remercie la Sierra Leone pour son intervention. La parole est aux États-Unis.
Merci, Monsieur le Président. Merci aux intervenants et merci à la représentante spéciale Keita pour son rôle de chef de file à la tête de la MONUSCO face à une escalade grave du conflit dans l'est de la RDC. Merci à la sous-secrétaire générale Msuya. Je salue la participation de la ministre des Affaires étrangères de la RDC à notre réunion. Chers collègues, nous condamnons sans embâche les hostilités du M23 et du Rwanda contre Goma et Sake. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des confrontations qui mettent en danger les civils et ont déplacé des dizaines de milliers de personnes supplémentaires alors que la population fuit les combats. Les États-Unis saluent le rôle de la MONUSCO qui a pris des mesures fermes pour défendre Sake et Goma face aux avancées du Rwanda et du M23. Nous faisons part de nos plus sincères condoléances aux familles de tous les casques bleus qui ont perdu la vie dans ces attaques et nous félicitons tout le personnel de la MONUSCO pour son courage et ses efforts de protection des civils lors de ces attaques. L'utilisation d'artillerie de pointe, notamment de brouillage de GPS et de l'orage, entrave les efforts humanitaires, met en danger la MONUSCO et met également en danger tous ceux qui fuient les violences. Ces actions doivent cesser immédiatement. L'utilisation indiscriminée d'artillerie met en danger les civils alors que des bombes tombent à proximité de sites de personnes déplacées. Les responsables du M23, d'autres groupes armés et du Rwanda doivent émettre des ordres clairs, à savoir qu'il est interdit de cibler les civils et les sites de personnes déplacées. Chers collègues, il ne saurait y avoir de solution militaire à la situation en RDC. Pour parvenir à une paix pérenne, toutes les parties doivent honorer leurs engagements au titre du processus de Luanda, conformément aux termes établis par le président de l'Angola. Nous appelons à l'opérationnalisation d'un mécanisme de vérification ad hoc. Nous appuyons les efforts de l'ancien président du Kenya, Kenyatta, en négociation avec le M23. Toutes les parties au conflit doivent respecter le cessez-le-feu en vigueur depuis août et doivent mettre fin aux confrontations. Nous appelons les partenaires de la région des Grands Lacs à utiliser les outils diplomatiques à leur disposition pour insister sur ce message. Il convient de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Il convient de mettre fin à toute forme d'appui aux groupes armés, qu'ils soient congolais ou étrangers. Toutes les parties doivent défendre les droits humains et le droit international humanitaire et garantir un accès immédiat et sans entrave aux populations dans le besoin d'assistance humanitaire. Les États-Unis sont alarmés par les informations du groupe d'experts de l'ONU faisant état de la création d'une administration parallèle, de recrutement forcé ou encore d'exploitation illicite de zones minières dans les régions contrôlées par le M23. À nouveau, nous condamnons fermement les discours de haine et la xénophobie, ainsi que les politiques ciblant certaines ethnies. Nous allons utiliser tous les moyens à notre disposition pour que les responsables du conflit, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC rendent des comptes. Je vous remercie. Je remercie la représentante des États-Unis pour son intervention. Je donne maintenant la parole à la Grèce. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions le secrétaire général adjoint Lacroix, la représentante spéciale Madame Keita et la sous-secrétaire générale Msuya pour leurs exposés à l'occasion de cette réunion. Nous saluons la participation de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Nous saluons la représentante spéciale Keita et la MONUSCO qui poursuivent leurs efforts dans ces circonstances difficiles, dans ce contexte d'escalade de la crise et dans un contexte de détérioration des relations entre la RDC et le Rwanda. J'aimerais mentionner 4 points. Nous condamnons les violations flagrantes du cessez-le-feu
Suite aux avancées du M23 dans le Nord Kivu, le M23 doit revenir sur ses positions précédentes et mettre fin au siège de Goma. Les menaces de saisie de Goma par le M23 sont inacceptables. Comme l'indique le groupe Esper, la présence de troupes du Rwanda sur les territoires congolais en appui au M23 nous préoccupe. Nous appelons le Rwanda à cesser l'appui du M23 et à retirer ses forces. Nous rappelons l'importance de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Il convient également de garantir la neutralisation des FDLR par la RDC. Il est important que tant la RDC et le Rwanda se réengagent en faveur du cessez-le-feu, mettent en œuvre le dialogue politique et toutes les décisions convenues au titre du processus de Luanda. Nous saluons le président de l'Angola pour ses efforts en faveur de la paix. Il mérite l'appui du Conseil. Pour des questions de principe, mon pays estime qu'il convient d'appuyer le concept aux problèmes africains des solutions africaines. Troisièmement, nous devons nous concentrer sur les conditions humanitaires, notamment dans le Nord Kivu, qui sont déplorables. Toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire et garantir l'accès humanitaire sans entrave. Quatrièmement, nous faisons part de nos plus sincères condoléances aux familles des acteurs de la paix tués. Nous faisons part de nos condoléances à l'Afrique du Sud, au Malawi et au l'Uruguay. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées. Nous insistons sur le fait que les attaques contre les casques bleus et les attaques contre la MONUSCO sont des raisons d'adoption de sanctions. Enfin, la MONUSCO doit pouvoir pleinement s'acquitter de son mandat et répondre aux besoins urgents. La protection des civils et du personnel humanitaire est une priorité centrale. Merci. Je remercie le représentant de la Grèce pour cette intervention. La parole est à la Slovénie. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire général adjoint Lacroix, la représentante spéciale Keita et la sous-secrétaire générale Msuya pour leur mise à jour sur la situation alarmante dans l'Est de la RDC. Les mots ne suffisent pas à décrire l'ampleur et la gravité de la situation dont nous sommes témoins au Nord Kivu. Alors que je vous parle, nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou silencieux face à ces événements. Monsieur le Président, la Slovénie est vivement alarmée par la récente rapide escalade de la violence de la RDC. Nous sommes convaincus. Elle ne tolère ni l'indifférence sur la base d'un engagement ferme et d'actions concrètes. Crimes de guerre et toute participation à de telles actions peut permettre l'adoption de sanctions par le biais de résolutions du Conseil de sécurité. Nous appelons la RDC et le Rwanda à reprendre le dialogue et à s'engager au titre du processus de Luanda. Le report du sommet tripartite prévu pour décembre nous a déçus, mais cela ne doit pas pour autant entraver ou faire reculer les progrès accomplis jusqu'à présent. Nous reconnaissons les intérêts divergents de la RDC et du Rwanda, mais une escalade des tensions est inacceptable. Ce sont bien des vies qui sont en danger. À nouveau, nous appelons donc ce Conseil à et réitère sa colère. Chaque minute qui passe reculer de ce précipice. Également notre gratitude au secrétaire général des Nations Unies. Inacceptable. Ce sont bien des vies qui sont en danger. À nouveau, nous appuyons le président Lourenço de l'Angola et ses efforts de médiation. Tous les efforts menés au titre du processus de Luanda doivent être préservés, y compris la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. L'opérationnalisation du mécanisme de vérification ad hoc renforcé est indispensable pour garantir la conformité et le respect du cessez-le-feu. En guise de conclusion, Monsieur le Président, nous sommes au bord du précipice. Alors que plus de violence et d'instabilité frappent l'Est de la RDC, ma délégation appelle urgemment à la désescalade et appelle toutes les parties à reculer de ce précipice. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République de Corée pour son intervention. Je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État
ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, permettez-moi, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, d'exprimer nos remerciements pour la convocation de cette réunion dans un si bref délai. Nous saluons l'engagement de la présidence algérienne et nous reconnaissons la contribution des États-Unis lors de la précédente présidence. Nous exprimons également notre gratitude au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, et saluons les contributions essentielles de Madame Bintou Keïta, Monsieur Jean-Pierre Lacroix et Madame Joyce Msuya, dont les efforts soutiennent la paix et la sécurité dans notre pays. Avant de poursuivre mon intervention, je souhaiterais marquer une pause pour rendre hommage au sacrifice ultime consenti au cours des dernières 72 heures par les soldats de la paix de la MONUSCO et de la communauté de développement d'Afrique australe SADC en République démocratique du Congo. J'honore également la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo et la mémoire des populations congolaises civiles martyrisées par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, l'histoire nous convoque aujourd'hui ici dans cette enceinte où se scelle le destin des nations. Elle ne tolère ni l'indifférence ni l'hésitation. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain. Une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. La République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international, un pouvoir qui lui est exclusivement conféré par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, en cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour, dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. À Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les troupes des Nations Unies et de la SADC, défendent la ville et sa population sur plusieurs fronts, avec la bravoure et la détermination que seule la juste et noble cause de défendre son droit légitime d'exister peut insuffler. Mais ce combat ne se limite pas au champ de bataille. Plus de 3 millions de civils, ainsi que des humanitaires, sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Chaque heure qui passe rapproche notre région d'une tragédie d'une ampleur insoutenable. Nous refusons de voir se répéter le cauchemar de 1996, ce chapitre sombre de l'histoire africaine que nous pensions clos. Aujourd'hui, les victimes ne sont pas seulement congolaises. Cette attaque est dirigée contre l'Afrique tout entière, que dis-je, contre l'humanité entière. Les balles rwandaises frappent indistinctement les Sud-Africains, les Tanzaniens, les Malawites, les Burundais, les Uruguayens, tous frères et sœurs venus pour la paix. Et que dire de vous, membres de ce Conseil? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo, elle est dirigée contre vous. Votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Laissez-moi être clair, chaque minute qui passe sans action décisive de ce Conseil est une victoire pour l'agresseur. Chaque hésitation fragilise la crédibilité des Nations Unies et condamne des innocents à l'indicible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir.
Depuis le 6 janvier 2025, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 intensifient leurs attaques en violation flagrante du cessez-le-feu du 4 août 2024, occupant les localités stratégiques telles que Katale, Louchébéré, Massissi Centre, avant de progresser vers Bweremana, Minova et Kalungu. Ces attaques aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique, provoquant le déplacement de millions de Congolais et visant à chasser les civils de leur foyer pour établir une administration parallèle et modifier la configuration de la région. À Goma, les RDF ont délibérément coupé les lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, bloqué les routes d'accès stratégiques et utilisé les brouilleurs GPS mettant en danger les vols civils et humanitaires. Le 19 janvier 2025, l'hôpital de Médecins sans frontières à Massissi Centre a été frappé par une roquette, blessant 2 humanitaires. Ces actes, comme les attaques répétées contre les camps de déplacés, illustrent une violation manifeste du droit international humanitaire et révèlent l'objectif des RDF et du M23. Semer la terreur et paralyser l'assistance humanitaire. Nous mettons en garde contre le piège du prétexte fallacieux avancé par le gouvernement rwandais qui brandit la protection d'une de nos nombreuses minorités comme justification de son ingérence. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans les camps de déplacés congolais, les victimes sont de toutes les ethnies, y compris les Tutsis congolais qui subissent le même sort tragique que leurs concitoyens face à la violence des forces armées rwandaises et du M23. Alors que nous faisons face à cette catastrophe humanitaire, il est clair que cette crise est directement liée au pillage économique de notre pays. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies révèle l'ampleur du pillage orchestré par le Rwanda. Chaque mois, plus de 150 tonnes de coltan sont illégalement extraites et acheminées vers le Rwanda, où elles sont frauduleusement étiquetées pour l'exportation. Ce commerce illicite compromet la souveraineté de la RDC et finance directement les activités militaires des forces armées rwandaises et du M23. À Rubaya, le site le plus grand d'exploitation de coltan de la région, les RDF et le M23 ont établi une administration parallèle, exploitant nos ressources et imposant leur contrôle sur les populations locales en toute impunité. Ces activités doivent être sanctionnées. Cependant, cette exploitation illégale n'est qu'un aspect de l'agression menée par le Rwanda. Depuis le début de leur campagne de terreur en 2022, les RDF et le M23 ont systématiquement ciblé les forces de maintien de la paix. Le 24 janvier 2025, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été lâchement assassiné par les forces armées rwandaises alors qu'il commandait sur la ligne du front. Le 25 janvier, 9 soldats sud-africains, 3 soldats du Malawi et 1 soldat uruguayen ont été tués dans des affrontements avec le Rwanda et le M23. Un char des Nations Unies a été incendié, marquant un nouveau seuil dans l'hostilité ouverte envers les institutions multilatérales. Par ailleurs, une compagnie de casques bleus tanzaniens à Kanyabayonga reste jusqu'à présent encerclée et coupée de tout approvisionnement par les RDF et le M23. Le dernier rapport du groupe d'experts révèle également l'utilisation par les RDF et leurs supplétifs d'un arsenal sophistiqué. Missiles solaires, mortiers guidés par GPS et missiles anti-chars. Ces violations flagrantes du régime d'embargo sur les armes et le droit international humanitaire menacent gravement la paix et la sécurité de la région des Grands Lacs. Ces 3 dimensions, humanitaire, économique et sécuritaire, révèle une réalité incontestable. Une agression systématique et coordonnée contre la République démocratique du Congo par le Rwanda. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été piétiné, à commencer par le cessez-le-feu du 4 août. Aussi, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024, le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du dit cessez-le-feu. Rappelez-vous, lors de notre dernière réunion
du 8 décembre dans cette salle, le représentant permanent du Rwanda avait affirmé que les experts étaient en route pour Goma. Aujourd'hui, 82 jours plus tard, ils ne sont toujours pas arrivés. Le 15 décembre, le Rwanda a sciemment saboté le sommet convoqué par le facilitateur du processus de Luanda, son Excellence João Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier, le président du Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie, s'éloignant ainsi des principes de solutions africaines aux problèmes africains. Malgré ce mépris flagrant affiché par le Rwanda pour le processus de Luanda, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance en son Excellence João Lourenço. Ce processus, endossé par l'Union africaine, demeure le seul cadre légitime pour une solution politique au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce cadre, exclusivement interétatique, ne saurait inclure des acteurs non étatiques ni les élever au même rang que des États souverains. La République démocratique du Congo rejettera toute tentative d'inclusion du M23 dans le processus de Luanda, l'orientant plutôt vers son cadre légitime, le processus de Nairobi, sous la facilitation de son Excellence Uhuru Kenyatta. La République démocratique du Congo renouvelle toute sa confiance en lui et rejette toute tentative visant à diluer les efforts de la médiation. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant, activement, directement, aux attaques contre les soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo tels que le M23. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, ce Conseil est à un tournant majeur. L'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la région dans un chaos absolu. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui fondent cette organisation. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais nourrit une aspiration profonde, celle de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer activement aux côtés des nations du monde à un ordre international fondé sur le respect du droit et des principes de justice. Cette aspiration ne sera pas étouffée. Nous vous demandons d'écrire une nouvelle page de courage et d'engagement, une page où les valeurs du multilatéralisme et de solidarité priment sur l'indifférence et le calcul. L'histoire se souviendra de vos décisions aujourd'hui, comme elle se souviendra de notre lutte incessante pour la paix, la dignité et la souveraineté. Et à ceux
qui oserait justifier l'injustifiable. Nous disons ceci, il n'y a aucune place dans ces salles dédiées à la paix mondiale pour des discours qui cherchent à excuser le péché impardonnable de sacrifier des vies innocentes. Le respect dû aux centaines de milliers de vies en jeu exige le silence face à l'évidence. Face à l'adversité, le peuple congolais se distingue par une résilience, une dignité et une détermination qui imposent le respect. Ce courage exemplaire, porté par le désir de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer à un ordre international juste, témoigne de la grandeur du Congo. Cette force inébranlable ne sera jamais brisée. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, Madame Kaikwamba Wagner, pour son intervention. Et je donne maintenant la parole au représentant du Rwanda. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Qu'il me soit permis à l'entame de mon propos de remercier la présidence algérienne pour le brio avec lequel elle mène les travaux du Conseil de sécurité en ce mois de janvier. Nous remercions aussi l'Algérie pour la convocation de cette réunion importante. Je me félicite de la présence et de l'exposé de Mme Bintou Keïta, de l'exposé de M. Lacroix et de Mme Msuya. Je salue aussi la présence de la ministre des Affaires étrangères de la RDC, ainsi que des représentants de l'Angola, de l'Uruguay, de l'Afrique du Sud et du Burundi. Monsieur le Président, le Rwanda regrette la détérioration des conditions de sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette crise aurait pu être évitée si le gouvernement de la RDC avait réellement fait la démonstration de son attachement à la paix. La RDC dispose de tous les outils nécessaires pour parvenir à un règlement durable à ce conflit. La communauté internationale a placé énormément d'attentes dans les processus de paix de Luanda de Nairobi, conçus d'une part pour établir de bonnes relations entre le Rwanda et la RDC, et de l'autre pour promouvoir le dialogue intercongolais en s'attaquant aux causes profondes du conflit. Il s'agit notamment des défaillances persistantes dans la gouvernance de la RDC, ainsi que de la présence de plus de 250 groupes armés nationaux, dont le M23, et de 14 groupes armés étrangers, y compris le groupe génocidaire FDLR, entre autres. Monsieur le Président, le processus de Luanda, revitalisé en mars 2024, a réalisé d'importants progrès. Le 31 juillet 2024, les 3 ministres se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu entre les parties au conflit à Luanda. Cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 4 août 2024. Ce cessez-le-feu était plus ou moins respecté en dépit d'accrochages occasionnels jusqu'au mois d'octobre 2024. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, depuis octobre 2024, le gouvernement de la RDC et ses forces armées, les FARDC, ont décidé d'accroître la militarisation de l'Est de la RDC en déploiement des armes lourdes, notamment des drones d'attaque et d'autres troupes le long de notre frontière, y compris 10 000 troupes burundaises. Ainsi, en violation du cessez-le-feu, les FARDC ont décidé d'intensifier leur opération militaire en attaquant les positions du M23, lequel a pris des mesures en représailles et a pris davantage de territoire. Malheureusement, nous regrettons que la communauté internationale ait choisi de condamner le M23 pour l'extension de son territoire sans condamner la coalition militaire FARDC pour violation du cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu concernait toutes les parties à ce conflit, donc toutes les parties auraient dû le respecter. Et, comme si cela ne suffisait pas, l'armée congolaise place des armes lourdes et de l'artillerie dans les zones densément peuplées, y compris à proximité de camps de déplacés, en dépit des mises en garde des organisations humanitaires internationales telles que le Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières. Ces agissements ont entraîné
des pertes regrettables en vies humaines innocentes. Cette artillerie lourde a été utilisée pour bombarder, pilonner de manière aveugle les territoires sous contrôle des M23. La plupart des bombardements ont ciblé des zones densément peuplées, entraînant des pertes en vies humaines, en moyens de subsistance et la destruction de maisons. Après le report du sommet de Luanda du 15 décembre 2024, la situation s'est aggravée sur le terrain du fait de l'obsession de la RDC pour une solution militaire à ce conflit. En accordant la priorité à la militarisation du conflit, plutôt que d'utiliser pleinement les mécanismes régionaux mis en place pour encourager une solution durable, fruit d'un dialogue, le conflit a continué de se détériorer, ce qui nous a conduit à la situation d'aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en vertu du processus de Luanda, un accord ministériel a été conclu sur un concept de l'opération CONOPS pour neutraliser les FDLR, une milice génocidaire sanctionnée par l'ONU et les États-Unis, et pour lever les mesures de défense du Rwanda le long de la frontière commune. Les FDLR représente une menace directe pour la sécurité et l'intégrité territoriale du Rwanda, se compose de auteurs du génocide de 1994 contre les Tutsis qui a fait plus d'1 million de victimes. Des décennies durant, les FDLR ont trouvé refuge en RDC où ils recrutent des combattants, influencent les élites locales corrompues et diffusent leur idéologie génocidaire anti-Tutsi au sein des communautés congolaises, d'où persécution de ces communautés. Des centaines de milliers de personnes ont aussi dû fuir et trouver refuge dans la région. D'autres se trouvent dans des camps de déplacés. Aujourd'hui, les FDLR sont non plus simplement un supplétif, mais un allié stratégique du gouvernement de Kinshasa. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, un projet d'accord préparé dans le cadre du processus de Luanda devait faire l'objet d'un accord et être signé pendant le sommet du 15 décembre 2024. Il recensait 3 préoccupations sécuritaires très clairement énoncées. Premièrement, la question des FDLR, les mesures défensives du Rwanda et la question des M23. Le CONOPS, accepté par les 3 ministres le 25 novembre 2024, porte sur les 2 premiers éléments, en prévoyant un calendrier de neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda. Seule la question du M23 devait encore être réglée. Si les 2 pays participaient à des discussions à Luanda sur un plan de neutralisation des FDLR, la situation sur le terrain était toute différente. Depuis la première réunion ministérielle du 21 mars, durant laquelle la RDC avait accepté de fournir un plan de neutralisation des FDLR, la collaboration entre les FDLR et le gouvernement du Kinshasa a augmenté. Alors que je vous parle, elle n'a jamais été plus intense. Comme je l'ai dit, les FDLR sont devenus un allié de l'armée de la RDC. Le 25 novembre 2024, lorsque les 3 ministres étaient occupés à Luanda à signer le CONOPS, 3 réunions de haut niveau avaient lieu entre les RDC et les FDLR et leur commandement. Ce jour-là, à Goma. Ceci est très différent de la bonne foi dont se targue la RDC devant la communauté internationale et contraste avec l'absence de volonté politique sur le terrain à mettre un terme à son alliance stratégique avec les FDLR. En dépit d'un accord initial de la RDC, dialogué dans le cadre du processus de Nairobi, le ministre de la RDC a refusé pendant 9 heures de manière catégorique l'inclusion de tout engagement à dialoguer avec les M23. Par conséquent, étant donné qu'il s'agissait du seul point à l'ordre du jour, la seule solution fut de reporter le sommet, sachant que le Rwanda n'est pas simplement là pour se faire prendre en photo. Si le chef d'État s'était rendu à ce sommet, c'était pour traiter d'un point à l'ordre du jour, signer un accord. En l'absence d'accord à signer, il n'y avait aucune raison que le sommet se tienne. Nous ne pouvions que le reporter jusqu'à ce que toutes les questions soient réglées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la récente mobilisation militaire par la RDC, y compris la constitution d'une coalition à plus grande échelle impliquant les FRDC, les FDLR, Wazalendo, 10 000
membres des forces armées burundaises, 1600 mercenaires européens et la SAMIDRC de la SADC représentent une menace sans précédent pour la sécurité du Rwanda. Pendant 2 ans, le président Félix Tshisekedi de la RDC s'est publiquement engagé à opérer un changement de régime au Rwanda. Une question extrêmement grave pour nous. Un chef d'État qui proclame son souhait d'opérer un changement de régime dans un autre pays n'est pas une question à prendre à la légère. Ces discours, conjugués à la présence militaire significative de la coalition le long de la frontière du Rwanda, est source de déstabilisation et est inacceptable. Le Rwanda note aussi avec déception l'incapacité de la communauté internationale à condamner le recours à des mercenaires étrangers dans le cadre de ce conflit, en dépit des claires violations de la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine de 1967 et de la Convention des Nations Unies de 1989 contre l'utilisation de mercenaires, notamment par les acteurs étatiques. L'arrestation d'un chef mercenaire roumain, Horatiu Potra, en décembre 2024, atteste de la gravité de cette question. Or, aucune mesure digne de ce nom n'a été prise. Aucune condamnation n'a été mise par le Conseil ou par l'Union européenne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je tiens ici à souligner les préoccupations du Rwanda face au rôle que joue actuellement la MONUSCO dans l'Est de la RDC. Mais avant cela, permettez-moi de préciser que le Rwanda n'est pas hostile à la MONUSCO. Personne ne devrait nuire au casque bleu. Cependant, les faits sont obtus, têtus, ils parlent d'eux-mêmes. Nos préoccupations sont triples. Premièrement, la MONUC, qui devait devenir la MONUSCO, fut déployée pour la première fois en RDC en 1999. Cela fait donc 26 ans qu'elle a été déployée pour la première fois. Les résolutions autorisant le déploiement de la MONUC et l'ensemble des résolutions qui ont suivi, qui donnaient notamment un mandat de neutraliser, était très clair, à savoir qu'elle donnait un mandat de neutraliser les FDLR. Malheureusement, avec la présence de la MONUSCO dans l'Est de la RDC, les conditions de sécurité n'ont fait que se détériorer depuis lors. Deuxièmement, en allant au-delà de ce mandat de maintien de la paix et de protection des civils, la MONUSCO est venue rejoindre une coalition dont l'objectif est clairement affiché, à savoir opérer un régime de changement au Rwanda. Le Rwanda, qui est un autre État membre de l'ONU. La coalition mise en place par la RDC, avec toutes les forces que j'ai citées, se sont vues donner un mandat très clair, opérer un changement de régime. Cette question, nous la prenons très au sérieux. Troisièmement, les opérations de la MONUSCO soutiennent les FDLR, un groupe sanctionné par l'ONU. Ils soutiennent aussi les mercenaires européens en violation de la Convention de l'ONU de 1989. Tout ceci est inacceptable. La MONUSCO risque de se trouver plongée dans un conflit dans lequel elle se retrouvait être une force belligérante. La MONUSCO devrait utiliser ses ressources et ses troupes pour protéger les civils, notamment dans les camps de déplacés, plutôt que de se battre aux côtés de la coalition. Le mandat est clair, ne l'oublions pas. Il ne peut pas être modifié. Certaines de ces forces, notamment le groupe Wazalendo, FDLR, ont commis des atrocités majeures dans l'Est de la RDC. Donc une force internationale dont nous sommes tous membres ne devrait pas être associée aux activités de groupes armés sanctionnés et aussi négatifs. Une fois encore, le Rwanda appuie la MONUSCO. La MONUSCO pour nous n'est pas du tout un problème, hormis les quelques questions que je viens d'évoquer. Monsieur le Président, la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui n'est une surprise pour personne. Elle est le reflet de la situation que l'on connaissait il y a 12 ans. Elle est la résultante d'une mauvaise gestion complète par la RDC d'un problème complexe. La communauté internationale a aussi sa part de responsabilité, puisqu'elle n'a nullement tenu compte des causes profondes du problème et permet à des acteurs légitimes d'agir en dehors de leur mandat. La situation est donc exactement la même qu'en 2012 et 2013. À l'époque, aucune solution politique n'avait été trouvée pour faire en sorte que le problème et ses causes profondes soient réglées. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, nous sommes à un stade critique. Nous devons trouver le moyen
de reprendre les processus diplomatiques et politiques axés sur des solutions concrètes. Le Rwanda estime que ces solutions pourraient impliquer des acteurs supplémentaires, principalement basés en Afrique, en partenariat avec la communauté internationale. Nous sommes déterminés à poursuivre les processus régionaux, à un dialogue pacifique pour parvenir à un règlement pacifique de ces questions. Nous sommes prêts à continuer à participer au processus de paix. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de solution militaire à ce problème. Ce problème doit être réglé au plan politique et diplomatique avec l'appui de tous les partenaires agissant à l'unisson. Cependant, pour que ces efforts soient couronnés de succès, la RDC devra jouer un rôle positif. Après tout, il s'agit d'un problème congolais. Un problème dont le règlement cherche à être externalisé par la RDC. Or, ce n'est pas possible. La RDC doit s'approprier le problème, faire montre de volonté politique. Nous devons nous attaquer aux causes profondes du conflit, y remédier. Les partenaires peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas régler à eux seuls le problème. Le Rwanda est disposé à apporter sa pierre à l'édifice, à faire en sorte que des solutions concrètes soient trouvées qui tiennent compte des préoccupations de tous les acteurs sur un pied d'égalité. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Rwanda pour son intervention et je donne la parole à l'Angola. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mjamar, président du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce mois de janvier, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, j'aimerais pour commencer féliciter la République populaire démocratique de l'Algérie pour sa présidence de ma deux maîtres du Conseil et merci pour la convocation de cette réunion importante sur la situation en République démocratique du Congo, RDC. Nous saluons la participation de son Excellence Madame Thérèse Kayekwamba-Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la RDC. Et son Excellence, le représentant permanent de la République du Rwanda auprès de l'Organisation des Nations Unies. Nous remercions Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général en RDC et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, ainsi que Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, et Madame Joy Msuya, sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe au secours d'urgence pour leurs exposés fort complets. Nous remercions aussi les membres du Conseil de sécurité et l'ensemble des intervenants qui ont appuyé son Excellence le président de l'Angola dans le cadre des efforts qu'il déploie actuellement au travers du processus de Luanda pour rétablir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. Nous saisissons l'occasion qui nous est donnée de réaffirmer, une fois encore, l'attachement de l'Angola à la prévention des conflits, à la gestion des conflits et au règlement des conflits dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'intervenir devant le Conseil pour évoquer trois grandes questions. Premièrement, la situation actuelle en RDC, l'augmentation de la violence dans l'est de la RDC ces dernières semaines est source de grandes préoccupations. Le 25 janvier, Son Excellence, le président Lourenço, président de la République de l'Angola, qui a été chargé par l'Union africaine d'assurer la médiation entre la RDC et le Rwanda, a exprimé ses préoccupations face à l'escalade du conflit et la grave détérioration des conditions de sécurité et de la paix dans l'est de la RDC, en particulier au nord Kivu et au sud Kivu. La résurgence des attaques des M23 et son occupation illégale récente de Sake et Minova attestent de l'escalade dangereuse du conflit, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la situation humanitaire déjà fragile, en particulier autour de Goma. Goma maintenant assiégée. Ces actions que nous condamnons avec force et que nous rejetons sont une violation flagrante et inacceptable du cessez-le-feu en vigueur depuis août 2024.
Ces agissements menacent les efforts déployés et les progrès réalisés dans le cadre du processus de Luanda vers un règlement pacifique du conflit, qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour la sécurité de la région si nous n'agissons pas maintenant. Conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et au principe d'égalité souveraine de tous les États membres, l'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée. La République de l'Angola demande aux parties au conflit de respecter le droit humanitaire, le droit international des droits de l'homme, de protéger les civils, de préserver l'intégrité et la sécurité du personnel. Mécanisme de vérification ad hoc renforcé déployé à Goma, Nord Kivu, dans le cadre des efforts de facilitation de l'Angola. Nous réitérons notre appui inébranlable à la MONUSCO ainsi qu'à la SAMI-DRC. Nous demandons à tous les groupes armés de respecter pleinement le mandat de la Force des Nations Unies. Dans ce contexte, nous saisissons l'occasion qui nous est offerte d'adresser nos plus sincères condoléances à l'Afrique du Sud, au Malawi, à l'Uruguay, aux familles des décédés parmi les soldats de la MONUSCO et de la SAMI-DRC qui ont perdu la vie dans le cadre d'affrontements avec le M23. Nous souhaitons par ailleurs un prompt rétablissement aux blessés. Nous le répétons, les parties doivent respecter pleinement le cessez-le-feu signé entre la RDC et le Rwanda le 3 juillet à Luanda, lequel est entré en vigueur le 4 août 2024. Nous exhortons vivement toutes les parties et parties prenantes à utiliser les bons offices pour préserver le cessez-le-feu. Deuxièmement, le processus de Luanda. Nous avons réalisé des progrès remarquables dans le cadre de la mise en œuvre du processus de Luanda. Il est important de préserver les efforts de paix et de médiation déployés par son Excellence, le président de l'Angola, qui ont contribué au cessez-le-feu du 4 août de 2024. L'adoption d'un plan harmonisé de neutralisation des FDLR et en faveur des forces de désengagement, la levée des mesures de défense du Rwanda, l'opérationnalisation du mécanisme de vérification ad hoc renforcé le 5 novembre 2024, l'adoption du CONOPS et la signature d'un mémorandum d'accord entre le gouvernement de l'Angola et la MONUSCO le 23 novembre 2024, afin d'appuyer le mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Les divergences de vues en ce qui concerne la question de M23 est la question en souffrance qui doit être réglée pour consolider le projet d'accord de paix. Elle est à l'origine du report du sommet qui était prévu en Angola le 15 décembre pour réunir son Excellence Félix Tshisekedi, président de la RDC, et son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Fort de son attachement à poursuivre les consultations dans le cadre du processus de Luanda, son Excellence le président Lorenzo a envoyé un message au président Kagame le 18 décembre. Message transmis par Tete Antonio, ministre des Affaires étrangères de l'Angola, où nous continuons d'espérer que les parties pourront venir à bout des divergences qui persistent pour parvenir à un accord mettant un terme à la fin au conflit dans l'est de la RDC. Nous devons continuer de soutenir les parties, de les encourager à régler ce dernier problème de ce processus de paix qui n'a que trop tardé. Pour ce qui est de l'avenir, le président de l'Angola a à maintes et maintes reprises répété que le conflit et les problèmes de sécurité dans l'est de la RDC ne trouveront pas de solution par les voies militaires. Il a exhorté les parties à reprendre les négociations immédiatement. Nous avons besoin d'une désescalade rapide et sans condition du conflit. Nous voulons que les parties reprennent sincèrement leurs efforts pour régler les questions en souffrance et programment le sommet qui a été reporté. Les parties concernées doivent donc coopérer, travailler ensemble, se respecter
les décisions prises dans le cadre du processus de Luanda, le respect au pied de la lettre du cessez-le-feu conclu entre les parties et la cessation immédiate de toutes les hostilités sont essentiels si l'on veut créer un environnement politique propice à un règlement pacifique en vertu des processus de Luanda et de Nairobi. Nous encourageons toutes les parties à éviter tout agissement, tout discours susceptible d'exacerber les tensions, notamment les discours incendiaires qui sont contre-productifs par rapport aux efforts diplomatiques déployés pour trouver une solution durable à ce conflit qui dure depuis si longtemps. En conclusion, je réaffirme la détermination du président de l'Angola en tant que facilitateur mandaté par l'Union africaine pour poursuivre cette quête de paix et de sécurité dans l'est de la RDC, à poursuivre ses efforts. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie le représentant de l'Angola et je donne la parole au représentant de l'Uruguay. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'Algérie, présidence du Conseil de sécurité, pour la convocation de cette réunion d'urgence sur l'aggravation des conditions de sécurité en République démocratique du Congo, en particulier au Nord Kivu et au Sud Kivu, face à l'avancée du M23. Notre pays est vivement préoccupé par l'escalade de la violence qui continue de toucher la région avec des conséquences dévastatrices pour la population civile et pour la MONUSCO. Nous regrettons profondément les pertes en vies humaines, notamment parmi les casques bleus, dont la mission est de protéger les plus vulnérables. Dans ce contexte, l'Uruguay regrette le décès d'un de ses soldats et les blessures subies par 4 autres au Nord Kivu. Nous sommes par ailleurs solidaires de la République d'Afrique du Sud et du Malawi face aux pertes subies. Nous exprimons toutes nos condoléances aux familles des victimes et sommes déterminés à poursuivre nos efforts en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Merci aux membres du Conseil qui nous ont adressé leurs condoléances. Au sein de la MONUSCO, l'Uruguay s'attache à respecter au pied de la lettre le mandat de protection des civils. Il convient de souligner que nos troupes ne participent pas à des opérations offensives, elles se limitent exclusivement aux actions prévues dans le mandat de la mission. Nous restons parfaitement neutres par rapport aux affrontements internes en République démocratique du Congo. Nous lançons un appel au Conseil de sécurité, en particulier aux membres qui ont une influence directe sur les pays de la région afin qu'ils redoublent d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, faire en sorte que les parties concernées puissent reprendre le dialogue. Pour nous, il est impératif que les négociations dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi se consolident et parviennent à des progrès concrets, une solution politique et durable à ce conflit. De même, nous lançons un appel à tous les pays de la région afin qu'ils s'abstiennent de tout agissement susceptible d'aggraver la situation, qu'ils coopèrent positivement pour parvenir à une solution politique à ce conflit. Dans ce contexte, l'Uruguay réaffirme son attachement à la paix en RDC et appuie pleinement la MONUSCO en ces heures difficiles. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de l'Uruguay pour son intervention et donne la parole à la représentante de l'Afrique du Sud. Monsieur le Président, l'Afrique du Sud vous remercie, ainsi que les autres membres du Conseil de sécurité, d'avoir convoqué cette réunion afin d'examiner en urgence la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous remercions le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix,